pas Elsa, ce qui fait que justement c'est bien elle. Elsa Carvel-Pilar, qui fait partie du célèbre gang du nœud borroméen, et que nous nous réjouissons de pouvoir entendre à cette occasion, et qui est donc celle de savoir si le nœud admet ou pas le moi. Si pour le nœud, le moi est... Si le moi est nodo-compatible, c'est joli. Parce que le moi est nodo-compatible. Et ça, oui. Donc, on m'a demandé là pour ces journées si il y avait un moi dans le nœud borroméen. Donc, je vous cite le séminaire 2, leçon du 25 mai 1955. Si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent. Pendant tout le temps de l'analyse, à cette seule condition que le moi de l'analyste veuille bien n'être pas là, à cette seule condition que l'analyste ne soit pas un miroir vivant, mais un miroir vide. 13 ans après, je vous cite le séminaire de l'angoisse, Lacan poursuit, je cite, « Ce franchissement du plan de l'identification est possible. Ce franchissement, donc, Lacan y insiste jusqu'aux deux schémas de l'analyse et de la contre-analyse de l'insu en 1976. Donc on a étudié le séminaire, là c'était la dernière. Bon, je reprends un petit peu, c'est juste pour introduire, parce que peut-être on s'en souvient pas bien. Ce franchissement, donc, dans la contre-analyse, ce franchissement, on reviendrait à une structure, on va dire, du nœud sous forme directe, c'est-à-dire sans le retournement du symbolique. Donc le nœud de la contre-analyse, c'est-à-dire le nœud sous forme directe, c'est toujours un deuxième temps. Le premier temps de retournement du symbolique sur RI semble la seule manière d'écrire, de savoir ce qui est hors symbolique. Hein, c'est-à-dire, la jouissance haute, vous voyez le vrai trou là, hein, il faut retourner le symbolique pour pouvoir écrire en fait cette partie du nœud, sinon je ne vois pas comment on pourrait l'écrire. Enfin, je propose en tout cas ça. Ce retournement du symbolique serait aussi le retournement de l'enfant devant le miroir. Il serait nécessaire ce retournement, sans quoi la jouissance hors symbolique resterait traumatique et défoncerait le sujet du dehors, comme nous l'apprennent certains patients toxicomanes. Ce retournement ferait exister un hors symbolique. Ce que nous avons déjà écrit dans le séminaire encore, il existe un X tel que non phi de X. Il existe un X tel que non S, non symbolique. C'est une identification fixe à partir de la découpe d'un signifiant maître dans le rond du symbolique. Vous voyez, il y a une découpe et puis ensuite le retournement, ce qui va donner cette structure-là, qui pour Lacan est le nœud de l'analyse. Cette exception du symbolique, cette O-1, c'est peut-être ce que Lacan appelle, page 80 du séminaire sur le moi, le sujet à l'état d'idole. Lacan cherche à franchir cette identification, donc, dans une contre-analyse. Il cherche à rétablir l'équivalence des registres. Notons que ce retournement, hein, donc là je vous parle de cette structure-là, avec donc le symbolique qui a avalé ce retournement, ce primat du symbolique sur RI, confond la jouissance autre et l'objet A. Hein, puisque vous voyez que voilà ce qui se passe là. Ce retournement qui objectalise la jouissance autre, c'est peut-être aussi le retournement d'Orphée sur Eurydice. Retournement donc qui tue l'autre féminin. Le fantasme pour une femme est bien souvent un fantasme de viol, et peut-être même en deçà un fantasme nécrophile, le fantasme d'un autre méchant. Mais s'agit-il d'un fantasme féminin ou d'un fantasme hystérique? Je pose cette question comme pierre d'attente.
Une femme a-t-elle la responsabilité de suspendre ce retournement? La responsabilité de différer ce meurtre, le temps qu'il faut pour faire entendre un au-delà de la dimension prédatrice et solipsiste du fantasme, fantasme où le sujet se fige en égoïsme, où le sujet se fixe comme un sujet en face d'un objet. C'est peut-être cela que, contrairement au fantasme, un homme ferme les yeux pour embrasser une femme. Non, l'autre n'est pas un objet. En ce sens, la féminité ne serait pas une place, mais un acte toujours vierge, même répété, selon la belle expression de René Char. Lorsqu'une femme n'acte pas cet écart avec l'objet, cet écart que cherche Dora dans La beauté de Madame K, ou dans celle virginale de la Madone, le fantasme viril est pour elle un ravage. Alors, je cite le séminaire sur le moi de cette année. L'ordre symbolique dans son fonctionnement initial est endocentrique. Lorsqu'une femme s'identifie, et donc elle retourne le symbolique, elle s'identifie à un homme, comme nous l'a appris Dora, qui s'identifie non pas à Madame K, mais à Monsieur K. L'identification, le retournement du symbolique est endocentrique. En ce sens, il n'y aurait pas de moi féminin. Alors, une femme n'est-elle que l'après-coup de ce retournement endocentrique, ou y a-t-il une féminité sous forme directe? C'est une question que nous pose la modernité. Le problème de la visibilité hante nos sociétés modernes. Ces images redupliquées à l'infini, dans les fameux selfies par exemple, sont-elles le signe d'un retour à l'idolâtrie? Est-ce que ce sont des images, ce que nous voyons sur nos écrans, où rien n'est-il plus étranger à l'image, plus étranger à ce que Lévinas nomme le visage de l'autre, que cette visibilité saturée qui se livre sans réserve? Donc, la question ne cesse de se répéter dans l'histoire. Au Concile de Nicée, en 787, s'articule la doctrine de l'incarnation et la question de l'iconographie. Les débats de cette époque, quant à ce qui est appelé la querelle des images, sont passionnants. L'icône, contrairement à l'idole, ne relèverait pas de l'apparence, mais de l'apparaître. L'invisible en elle ne se cache pas, mais au contraire se manifeste, à l'inverse de l'image dans le miroir. L'icône échapperait à l'ordre de la désignation qui serait propre au registre de la parole, c'est-à-dire que l'icône, comme un certain nœud, ne serait pas un modèle. L'icône n'est pas un portrait, ni même un trait, il n'y a pas de portrait du Christ. C'est un retrait, une absence de Dieu au centre de l'image. Cette épiphanie du Fils va, comme vous le savez, jusqu'à l'abandon du Père. Si l'iconoclasme est une économie de la coupure entre le profane et le sacré, l'iconophilie et la doctrine de l'incarnation développent une topologie du contact, du nouage entre le profane et le sacré. La doctrine de l'icône est inséparable de l'incarnation issue du ventre vierge de Marie. Au passage, vous aurez peut-être remarqué comme certaines jeunes patientes d'aujourd'hui se débarrassent de leur virginité. Il y a un iconoclasme interne à l'icône anti-idolâtre, une extimité incluse dans l'image qui fait sa beauté. Peut-être les femmes ne sont-elles pas, sans le savoir, elles qui, pour se faire belles, se maquillent, ce qui consiste, remarquons-le, à souligner les trous de leur image, trous des yeux, trous de la bouche. Une femme élèverait-elle son image au rang d'apparition, non pas d'apparence, alors qu'un homme croirait à la réalité de son image en tant qu'elle fixerait son existence? L'icône n'a pas de cadre, c'est interdit d'encadrer les icônes. Comme l'image réelle, il y a une incirconscriptibilité de l'image. Un imaginaire non spéculaire nous décentrerait-il d'une libido masculine
c'est-à-dire du primat du symbolique et de la fixité de son identification. Alors, à chaque grande convulsion de la pensée politique et religieuse, la question de la légitimité de l'image est soulevée. Dans notre monde de traçabilité et de visibilité, étendu à l'infini, le monde virtuel garde en mémoire des traces et des images ineffaçables. Toute discontinuité est suspecte. J'ai vu récemment une série, peut-être que certains l'ont vue, qui s'appelle Le Bureau des légendes, j'ai adoré. Où un agent double se fait immédiatement repérer parce qu'il disparaît pendant quelques heures des écrans. Que demande un patient quand il vous propose de faire des séances par Skype? Tout repose aujourd'hui sur une ontologie de la visibilité. On mesure votre degré d'existence au nombre de vues sur Facebook. Ce qui caractérise ces images, c'est l'absence d'invisibilité qui fait la beauté de l'icône. C'est une visibilité saturée, c'est-à-dire, c'est une visibilité saturée, c'est-à-dire que ce sont des images virtuelles. Je vous propose de lire le virtuel comme cette mise en continuité. Comme cette mise en continuité des traces et des images. Parce que vous voyez, même des émoticônes maintenant qui sont les deux, qui sont des images et des mots qui sont... On ne peut plus décider ce que c'est. Cette jonction, donc, des traces et des images, et le fait que donc on est entièrement visible, est-elle une alternative au refus moderne de l'identification par le symbolique? C'est-à-dire que cette jonction est-elle une défense contre la non-symbolisation de la jouissance autre? La virtualisation des transferts dans la modernité voit pulluler la pornographie. Un tiers des pages consultées sur Internet est pornographie. C'est aussi l'instrument privilégié du recrutement des terroristes. L'enjeu de cette jonction est de taille. Alors, un jour, enfin il n'y a pas très longtemps, là, une patiente arrive pour la première séance. Et donc, elle s'assoit, et puis elle me dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Alors, c'est une formule sacrée. On dit, je vois quelqu'un. Si tu vois quelqu'un, va voir quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est voir quelqu'un, en fait? Ce n'est pas me voir moi, même s'il peut arriver parfois qu'un patient se retourne sur le divan. Et pourtant, voir quelqu'un, ce n'est pas voir n'importe qui. L'analyste s'incarne. Cette incarnation de l'analyste dans les rêves de l'analysant est peut-être même le signe qu'une analyse a effectivement commencé. L'image fait quelque chose que le discours ne fait pas. Car si le discours pouvait dire tout ce que l'image peut faire, il s'y substituerait dans une mise en continuité moderne et idolâtre des registres. Alors, rétablir l'image, est-ce une manière de disjoindre ce trèfle, une alternative au retournement du symbolique? Est-ce de cela dont il est question dans le prolongement contemporain des séances préliminaires? Je prends un autre exemple aussi, parce que est-ce que c'est de ça dont il est question lorsque quelquefois on propose, par exemple, un roman à un patient pour qu'il puisse s'incarner dans un personnage? Alors, je suis allée voir, peut-être, sûrement il y a d'autres qui sont allés là à l'exposition Magritte à Beaubourg. Alors, Magritte s'est fâchée avec Breton et Éluard parce qu'ils proclamaient la prééminence des mots sur les images. Et donc tout le travail de Éluard et Breton et les gueules, hein, et au moins pendant un certain temps. Et donc Magritte, en tout cas c'est l'histoire que raconte l'exposition, s'est lancée dans une monstration de l'équivalence des images et des mots. Et c'est là, bien sûr, ce qui m'a intéressée. Donc, dans ce tableau-là, j'ai pris un, mais il y avait beaucoup d'autres. Hein. Donc, ça s'appelle La lecture défendue, l'usage de la parole. Magritte montre
ce tableau l'impasse du langage. Un doigt simule la lettre I. Cet index dénonce le pouvoir de représentation des mots qui fait exister un au-delà, un dans le réel. Cette fonction désignatrice du langage nous mènerait, selon Magritte, dans une impasse symbolisée par l'escalier sans perspective, un trou bouché. Y a-t-il, si l'on suit Magritte, un traitement de l'image sous forme directe qui outrepasserait cette fonction désignatrice? Y a-t-il une image délestée de l'existence du un, une image non spéculaire, impersonnelle, une image sublimée, une image que nous pourrions peut-être appeler, avec charmellement, une image sans gravité? Alors, qui peut soutenir sans frémir que le moi n'est que l'image d'une image, que le double de l'image réelle? Le jeu n'est-il pas tout aussi narcissique et imaginaire que le moi, peut-être même plus, en tant que c'est un imaginaire qui se prend pour du réel, dans ce fameux retournement du symbolique? S'il y a bien un refus moderne de l'identification symbolique, c'est-à-dire un refus du retournement du symbolique, vous avez vu, donc le symbolique sous sa forme inversée, qui vient avaler la distinction. S'il y a bien donc un imaginaire sous forme directe, peut-il permettre une disjonction du trèfle s'il était suffisamment pris au sérieux? Peut-on disjoindre le trèfle par équivalence des consistances, puisqu'on ne peut plus l'écrire par retournement du symbolique? Notons que la jouissance autre est la seule jouissance qui modifie son écriture lorsque le trèfle se referme, parce qu'elle perd sa barre. C'est la seule jouissance qui change son écriture si c'est un de borroméen ou si c'est un trèfle. Et que le débordement donc, de cette jouissance autre par l'angoisse est largement sollicité par la modernité. Y a-t-il une possibilité imaginaire d'une disparition consentie et temporaire qui ne serait pas la néantisation subie par les minorités invisibles dans le monde moderne? La vie n'est supportable que par une discontinuité d'avec soi. Ne dort-on pas aussi pour ça, pour s'oublier, pour disparaître? L'insomnie n'est-elle pas en ce sens une problématique éminemment moderne? Un patient psychotique m'a dit l'autre jour, ici, c'est pas tellement qu'on intériorise, c'est plutôt qu'on extériorise. Y a-t-il dans l'analyse une extériorisation plus centrale en termes nodal que l'identification, c'est-à-dire plus centrale que le retournement centripète du symbolique? Y a-t-il une excorporation plus radicale que l'incorporation du un? Winnicott a pu dire qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas. Un analyste tout seul non plus d'ailleurs. Être, comme le souligne Lévinas, c'est être avec autrui. Il y a un transfert d'emblée, ou plutôt nous sommes d'emblée ce transfert. Il n'y a pas de narcissisme originaire. L'être ne se localise pas d'abord en soi pour sortir ensuite. L'extase, pour l'autre est d'emblée. Dans cette expression pour l'autre, l'ex nihilo est appelé à être pour l'autre. C'est là ce que nous intéresse, ce qu'a dit Charles Melman dans le séminaire sur l'invariance paternelle. Dans la bande de Möbius, le rapport entre le sujet et l'autre, ou plutôt entre le sujet et autrui, n'est pas de coupure, mais de dessus-dessous, c'est-à-dire de substitution. Ne sommes-nous pas un envers sans endroit, comme nous l'apprendrait la bande de Möbius, un envers sans endroit, d'emblée envers l'autre, ce que Blanchot a pu appeler l'expérience du dehors. François Cheng définit le vide médian comme, je cite, ce qui vient du soi du sujet quand il est en vue d'autres sujets et qui le pousse hors de soi. La naissance serait une expulsion dans un évidement infini.
la subjectivité n'est pas capable de se substituer aux autres. Elle serait cette substitution même dans un mouvement inverse de l'identification du sujet retournant en lui-même. Un désir apatride et acéphale et anonyme se lèverait-il avant le sujet? Il y aurait alors un dire d'avant le dit, un dire d'avant le dire, d'avant que le verbe ne se fixe en substantif. Ce qui existe dans le nœud borroméen, sous forme directe, donc, ce n'est pas moi, ce n'est peut-être même pas je, c'est le réel. Se retourner pour ressaisir, pour vérifier ce trou dans un mouvement centripète, c'est, n'est-ce pas, amortir cette violence centrifuge en savoir. Winnicott dit que quand le bébé regarde le visage de sa mère, il se voit. Ce visage n'est pas une représentation, hein, c'est pas une image spéculaire, c'est le visage des visages. On nomme l'extrême vulnérabilité de cette incarnation première dans la non-indifférence à l'autre sous forme directe. Il me semble que les sujets modernes accentuent cette interrogation d'image réelle au travers des scarifications, des piercings, des tatouages, au travers de l'anorexie aussi, dont il a été question. Le risque traumatique, notamment psychosomatique, est réel dans cette configuration du nœud sous forme directe. Faut-il retrouver le sens de cette vulnérabilité à l'autre dans la cure, le sens d'une non-indifférence qui nourrait la différence? Si Lacan a situé l'analyste au niveau du miroir plan, peut-on imaginer opérer au niveau du miroir concave pour disjoindre le trèfle? Ne pas être moi ne serait pas alors un non-être, mais un autrement qu'être, selon le beau titre de Lévinas, donc m'a bien intéressé cette année. L'incarnation serait un évidement sans retour, dépouillé de l'identité. La singularité d'un sujet ne tiendrait pas à un trait distinctif, comme une empreinte digitale, à une identification. L'unicité du nouage ne serait pas une place ou un savoir, mais un acte pour l'autre, une fission du noyau du nœud, pour laquelle l'autre, par contre, ne peut pas se substituer à moi. Là serait l'air maximal de la métaphore. Cette excorporation me serait imposée tout de suite, dans une immédiateté qui n'est pas le délai de l'après-coup qui annule cette immédiateté, cette non-indifférence à l'autre que le savoir ne ferait que refléter. Alors, on a beaucoup dit, là, et puis le séminaire d'avant, qu'on ne pouvait parler que de soi, comme si c'était sûr. Mais est-il possible de parler pour l'autre? Lacan, dans Le désir et son interprétation, demande, je cite, « Le désir est-il ou non subjectivité? Y a-t-il un désir... » c'est fermé les guillemets. Y a-t-il un désir sans jeu, un désir en acte? Y a-t-il un dire sans dit, c'est-à-dire sans retournement du symbolique? Qu'on dise reste oublié dans ce qui se dit, etc. On, ce n'est pas je. Pour que le je ne soit pas simplement, je cite Lacan cette année, un vrai moi, pour que le je donc ne soit pas un vrai moi, mais une singularité nucléaire vide, ou plutôt qui s'éviderait à l'infini, s'agit-il de soutenir dans l'analyse l'incarnation paradoxale d'une disparition, opposée donc à la réalisation de soi contemporaine? Là donc se logerait l'ambivalence dans la cure, c'est-à-dire entre disparition et néantisation. La mort, pour Heidegger, c'est l'angoisse pour ma mort. La mort, selon Lévinas, c'est la mort de l'autre homme. Ce n'est pas une pensée, mais une responsabilité pour la singularité vide d'autrui. L'anéantissement de la mort, en ce sens, ne serait en fait qu'un fantasme de meurtre. Alors, dans la proximité avec l'analyste,
Y a-t-il une précipitation à dire dans une temporalité qui outrepasserait la subjectivation après coup, dans un acte sans mémoire, sans retour, dans un venir sans souvenir, dans un discours qui ne ferait pas du semblant? Est-ce pour cela que Freud recommandait de ne pas prendre de notes en séance? Alors, nous connaissons bien les entraves de l'association libre par la mémorisation anticipée de nos patients obsessionnels. Il est intéressant à ce propos de remarquer que ces mêmes obsessionnels perdent leur tic et leur bégaiement lorsqu'ils chantent ou lorsqu'ils montent sur scène. Est-ce parce que, comme le révèle le mouvement moderne du nouveau roman, la sublimation peut se passer de ce que Lacan appelle, dans l'hommage fait à Marguerite Duras, aussi, le mythe de l'âme personnelle? Un artiste peut-il disparaître pour son public? Je vous cite Barthes dans les essais critiques. On entend souvent dire que l'art a pour charge d'exprimer l'inexprimable. C'est tout le contraire qu'il faut dire, sans nulle intention de paradoxe. Toute la tâche de l'art est d'inexprimer l'exprimable. D'enlever à la langue du monde, qui est la pauvre et puissante langue des passions, une parole autre. Freud avait repéré le vide des associations vides dans l'interprétation des rêves, des associations, je cite, totalement dénuées de significativité psychologique. Et donc il repérait surtout que c'était à mesure qu'on s'approchait du noyau pathogène que les associations se vidaient de cette significativité. Alors, y a-t-il un abord du symbolique sous forme directe, c'est-à-dire sans identification? Un symbolique à l'état cru en quelque sorte, un symbolique réel, un symbolique, comme Celan le dit de la poésie, antimétaphorique. L'analyste aurait-il alors la responsabilité d'entendre cet entrelac de sons en acte, non pas du point de vue référentiel, d'entendre un symbolique non pas qui ferait sens, mais qui ferait trou. Le trou, alors, ne serait pas une coupure, mais un nouage avec eux. Les mots pourraient-ils alors ne pas être des noms? Comme dans ce poème que Lacan a écrit, comme vous le savez bien, et où il a réduit son nom à une coordonnée spatio-temporelle. La, quand. Est-ce une telle recherche qui aurait fait dire à Lacan avant de mourir: je suis obstiné, je disparais? L'analyste, comme Antigone, peut-il maintenir ce que Lacan a pu appeler la seconde mort dans la zone de l'entre-deux-morts? Peut-il faire que cette disparition ne soit pas un anéantissement, mais une altérité radicale? Qui a donc rapport avec la naissance. Ma relation avec cette seconde mort serait ma déférence d'analyste à ce qui ne répond pas, à ce qui ne laisse pas d'adresse, à un non-savoir qui destituerait le grand taux de supposé savoir. Peut-on manier cette relation au non-savoir radical dans la cure? L'analyste endosserait alors une responsabilité unique pour un patient, la responsabilité d'une inexistence qui courrait sans risque, la responsabilité de ce que Lévinas appelle un exister sans existence. À cette condition que cette disparition du sujet, parce que la jouissance autre, à cette condition que cette disparition du sujet ne soit pas un néant, nous pourrions peut-être alors disjoindre le trèfle de cette nouvelle économie psychique décrite par Charles Vellement comme économie de l'effondrement subjectif. Il y a en effet une équivalence entre le trou central et l'extérieur du trèfle. Tant que le trèfle est enclos, le trou est plein. Le trouage central est équivalent à la disjonction des consistances. La mort n'attend pas forcément le nombre des années. La mort, c'est une possibilité toujours ouverte qui ne pourra jamais être affirmée comme existante.
rapport au néant en tant que ce qui pourrait arriver. Ça, c'est Heidegger, je crois. Mais c'est un rapport avec ce qui ne peut pas arriver. Un rapport avec ce qui, non pas avec ce qui se dit ou pourra se dire en séance, mais avec ce qui ne pourra pas se dire. Antigone ne cède pas sur l'impossibilité que mourir soit réduit au néant. Un analyste peut-il endosser cette responsabilité pour son patient? L'altérité de l'autre ne se ferait alors pas dans la coupure et dans la non-indifférence, dans la proximité avec le non contenable de l'autre, avec ce qui ne se manifeste pas. Autrui ne serait alors pas une limite, une coupure, mais une ouverture sur l'infini, ce que démontre la structure de la bande de Möbius. L'infini, c'est ce qui ne commence pas, c'est peut-être aussi la barre sur la jouissance autre, ce qui est équivalent, là encore, à la disjonction du trait. Cet être pour l'autre, incarné traditionnellement par une femme qui était jusqu'alors fille d'eux, femme d'eux, mère d'eux, n'est-il pas ce que récuse l'individualisme contemporain? Cette excorporation radicale au centre du nœud serait-elle une alternative au refus contemporain d'être invoqué, d'être identifié par des signifiants maîtres, c'est-à-dire au refus du retournement du symbolique? C'est-à-dire une autre manière d'aborder la jouissance de l'effort symbolique. Un patient peut-il sacrifier sa personnalité pour se laisser aller à devenir, c'est-à-dire pour soutenir la disjonction du trèfle dans une exposition au visage de l'autre analyste? Il y aurait alors une responsabilité radicale de l'analyste, une responsabilité qui ne pourrait pas s'inscrire, qui serait toujours à refaire, comme un événement sans passé. Un nœud en acte sous forme directe serait en effet beaucoup plus précaire que la fixité du nœud sous forme inversée, qui est donc le nœud plus classique. Quand je dis sous forme inversée, c'est-à-dire avec retournement du symbole. Il y aurait donc comme un écho entre ce nœud contemporain sous forme directe et le nœud de la contre-analyse. Remarquons d'ailleurs la précarité effective du discours de l'analyste, en tant qu'il suffit bien souvent que l'analyste sorte de son cabinet pour qu'il dise à nouveau « moi, je ». La différence entre la contre-analyse et le nœud contemporain sous forme directe, c'est peut-être d'avoir ou non expérimenté d'abord le retournement du symbole. Alors, j'ai presque fini de vous raconter cette petite histoire. On raconte qu'après avoir livré la Pietà de Michel-Ange retourna la nuit en secret dans la basilique de Saint-Pierre de Rome pour écrire son nom sur la poitrine de la Vierge. À cette époque, on ne signait pas ses œuvres, c'est donc la seule œuvre signée par l'artiste. Au-delà donc de la disjonction des trèfles, et donc de la précarité de cette disjonction, la beauté vierge du nœud peut-elle, de surcroît, faire appel d'air, avec tous les jeux de mots que vous voudrez, au retournement du symbolique, comme Freud avait pu évoquer la force d'attraction du refoulement originaire. Un imaginaire sous forme directe pourrait-il tenir lieu d'avant tout, c'est-à-dire de provoquer de surcroît la profanation de la jouissance autre par le retournement du symbolique. En ce sens, ce nœud sous forme directe pourrait-il être appelé un nœud beau? Le moins que nous puissions dire, cher Elsa, c'est que ce nœud semble avoir des facultés épistémogènes, c'est-à-dire de susciter des questions inédites auxquelles
on n'est pas forcément préparé dès lors qu'on n'a pas la pratique de ce nœud. Et donc peut-être faudrait-il souligner, je dirais, quelle est la visée de ce questionnement. Ce que disait Lacan et ce que vous avez bien voulu tout à l'heure évoquer dans notre conversation, c'est que votre travail, avec, je dis bien, ce très sympathique gang du nœud borroméen, consistait beaucoup moins à écrire sur un papier, à faire des dessins, qu'à manipuler. Voire manipuler, m'avez-vous dit, pour réussir une formule, une réalisation autrement impossible avec la plume et le papier, les yeux fermés. C'est encore mieux ça, décidément, reconnaître un nœud borromien dans le noir. Déjà, j'ai la peine à le reconnaître en pleine lumière, mais bon. Alors, la question, si vous le voulez bien, est pour essayer de répondre à ce travail très intéressant que vous apportez, y compris par le fait que surgissent, je dis bien, un tas de questions qui ne sont pas communes, qui ne sont pas triviales. La finalité de l'opération lacanienne est quand même de savoir si le rapport sexuel est inscriptif. Est-ce que c'est possible ou pas? À partir de cette position freudienne, qui est donc que c'est l'insatisfaction sexuelle foncière de l'animal humain qui rend compte de ses symptômes et également de son appétit pour Thanatos. Il y en a marre, ça suffit. Et donc, tout ce travail s'inscrit, et y compris vos questions qui s'inscrit dans cette tentative. Peut-on ou non faire valoir un possible rapport sexuel, ce qui implique forcément un désinvestissement libidinal de l'image. Puisque si l'image est le passage obligé du rapport à l'objet, sauf évidemment si l'on est pervers, ça c'est sûrement un privilège du pervers, mais sauf à être pervers, si l'accès à l'objet passe inévitablement par la représentation, est-ce que le risque d'une énamoration de cette représentation, qui est celle de l'investissement ordinaire du moi, ne constitue pas un obstacle irréductible à une telle possibilité? Je dois vous dire que un élément peut-être aurait pu me gêner, comme beaucoup d'ailleurs, dans ce qui est cette tentative de lessivage de l'imaginaire, c'est-à-dire d'y éviter, de tâcher de nous protéger contre les fixations sur ce qui en est de l'imaginaire. C'est qu'au fond, le sacrifice du moi, le renoncement, est une opération commune, propre à la religion. Je veux dire que
vocation, l'amour de Dieu. Peut-être pas dans... Je ne saurais pas me prononcer sur cette équivalence à la religion musulmane, que je ne connais pas suffisamment. Mais dans les deux premières, il est bien évident qu'il y a, avec le renoncement au narcissisme, ce que l'on appelle l'humilité, ou ce qui dans la religion juive est encore plus explicite, puisque les personnages orthodoxes que l'on voit se promener, il est bien évident qu'ils affichent d'emblée qu'ils ont renoncé à tout ce qui serait image moïque pour n'être plus qu'une image représentative du Dieu célébré. Le moi, au niveau de l'image, je ne dis pas que c'est identique au niveau de l'étude du texte, mais au niveau de l'image, a priori, c'est pas moi, c'est toi. Ça n'est que toi. Moi, là-dedans, je ne fais que te représenter. Bien de plus, je suis vraiment un prêtre, un peuple de prêtres. On retrouve évidemment dans la religion chrétienne des traits voisins. Et donc, on pourrait, après tout, se demander si la tentative, la démarche de Lacan qui consiste là aussi, je dirais, à mettre en garde contre l'investissement de l'image de soi, ne participe pas au fond d'une tradition bien établie. Vous avez évoqué tout à l'heure Magritte, fâché avec Breton et avec Éluard. Il a tort et il a raison. Il a raison. Il est évident qu'il est provocateur, mais il donne des arguments pour se faire battre. Enfin, je ne peux pas développer ça, mais je veux dire que lui-même, dans ses représentations, je dirais, témoigne bien combien l'image, finalement, met autant à distance de l'objet que le signifiant, que le mot lui-même. On n'a jamais avec Magritte un réel de l'objet. Donc, d'une certaine manière, bon, mais ce n'est pas notre problème là-dessus. Je signale que parce que vous avez bien voulu l'évoquer. Donc, pour revenir au truc, dans ce qui est cette démarche que vous poursuivez de façon, je dirais, si intéressante et fructueuse, et je dois dire que je suis heureux que vous trouviez au moins un espace et un auditoire qui fasse accueil, ce qui n'est pas toujours le cas, forcément, mais qui fasse accueil à ce travail, à votre travail, et donc fasse accueil au lieu borroméen lui-même. Est-ce que, pour bien contribuer à ceci, c'est que l'appréhension du nœud se fait plus par la manipulation, par le contact avec son réel, qu'avec son image? Est-ce que pourtant, dans ce qui en est de son image, nous trouvons une ébauche de ce qui serait possibilité d'un rapport sexuel? Notre chère Marthe Darmon m'a mis au défi un jour où ici je l'énervais un peu trop, me disant eh ben, la formule du rapport sexuel, écrivez-la. C'est vrai, hein? Vous voyez, j'ai le souvenir. Mais quand vous regardez le boromien, vous avez la surprise de constater ceci. C'est que si l'on définit un homme, enfin, il faut bien quand même le définir, à quoi on le reconnaît celui-là.
si on le reconnaît à ce qu'il en est de la spécificité de sa jouissance, qui est de jouir de l'autre, alors que la jouissance féminine est de jouir du phallus. Ah oui. Le type qui jouit de la jouissance phallique, ça a un nom, ça s'appelle l'homo. Donc, si l'on reconnaît un homme au fait que sa jouissance est la jouissance autre, de l'autre, du corps qu'il y a dans l'autre, avec là une grande difficulté, parce que ce corps est celui d'une femme, est celui le sien. Est-ce le sien féminisé? Est-ce une femme qui consent là à se corporifier pour lui? Bon, un problème. Mais, hein? Avec le fait, le problème de ce découpage, qui est un problème clinique. Parce que n'oublions pas ceci, c'est que la plainte de l'hystérique, c'est que son corps est découpé. Il n'y a pas seulement... Il n'est pas indispensable de venir de chez le charcutier pour avoir le sentiment que ce que l'on attend d'elle, c'est un découpage de son moi, fameux moi, en morceaux. Alors il y a les pièces qui sont là, désaccordées, qui vivent chacune leur propre vie, sans rien qui vienne comme ça les rassembler, les unir dans une jouissance commune. Mais en tout cas, si on peut distinguer ce qu'il en serait d'un homme et ce qu'il en serait d'une femme, je dirais par la spécificité de leur jouissance, est-ce que le numéro ne viendrait pas là nous mettre sur la voie? Parce qu'après tout, qu'est-ce qui ferait obstacle dans cette, j'ose pas dire écriture, cependant c'en est une aussi. C'est aussi une écriture. Qu'est-ce qui ferait obstacle à ce qu'un rapport puisse s'établir? En tout cas, c'est là, je dirais, l'élément provocateur de ce nœud. Non, juste, j'ai l'impression qu'un homme... c'est par identification, et donc ce serait un nœud sous forme retournée. Donc c'est vraiment oui, excusez-moi, je vous entends mal. Qu'un homme, j'ai l'impression que ce serait donc, se soutenir d'une identification, et donc dans un nœud sous forme retournée, c'est-à-dire avec le symbolique qui fait consister et exister d'ailleurs le point symbolique. Et que du coup, c'est possible qu'un nœud sous forme directe féminise. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un sujet? Je ne sais pas. Mais ça pourrait en tout cas faire écho à ce qu'on peut voir dans la modernité, je pense, quand même. Et puis, je voulais vous dire que peut-être, je ne sais pas si ça écrit le rapport sexuel, moi je dirais, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, qu'on passe peut-être de « il n'y a pas de rapport sexuel » à « il y a du non-rapport ». Je dirais ça. C'est ce qui est pas... Non, mais... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de rapport sexuel. C'est vrai que Lacan n'a pas arrêté de citer ça, sauf dans trois cas. Micro, non. Là, premier cas, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf dans les générations voisines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Probablement parce qu'il y a une transmission de la langue qui se fait dans un bain de la langue, justement, et que l'enfant, il n'apprend pas à parler, il s'imprègne de la langue maternelle et il se mettra à articuler la suite. Hein. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est il y a un rapport sexuel dans le rapport entre un homme et une femme, si cette femme se fait le symptôme de cet homme. Et le troisième cas de rapport sexuel, c'est dans le fantasme. Il y a du rapport
rapport sexuel qu'il a dû commencer à sentir que ça sentait un peu la poudre, malgré tout. Il y a aussi, comment je vais dire ça, quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il dit que cette négation est suspecte. Et ça rend suspect le fait qu'il ait pu dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Et que d'une certaine façon, ça ne serait pas réel. Voilà. C'est quoi? Ça ne serait pas réel. Hein? Si C'est-à-dire c'est par rapport au réel, c'est d'en dire trop. De dire il n'y a pas de rapport sexuel, Ah oui, je suis d'accord avec le c'est en dire trop par rapport au réel du non-rapport. De dire, d'affirmer il n'y a pas de rapport sexuel, Oui. c'est en dire déjà trop Oui. par rapport au réel du non-rapport. C'est ça, oui. Il y a du non-rapport, c'est en dire trop. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est en dire trop. Mais Ça serait bien de parler du... Bon, on parle de l'imaginaire, on parle du moi en termes imaginaires. Mais il ne faut pas oublier que Lacan colle dans l'imaginaire une consistance. C'est pas du tout un truc évaporé comme ça, on voit dans un miroir et puis ça disparaît et tout. C'est une consistance de l'objet en plus. Permettez-moi, puisque vous rappelez les 3 conditions qui permettraient éventuellement ce qu'on pourrait appeler un rapport sexuel entre générations, c'est-à-dire l'inceste. C'est-à-dire, pour être très précis, entre un père et sa fille. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? À mon sens, ce qu'ils ont en commun, et qui fait vraisemblablement la difficulté dans le cas ordinaire, c'est-à-dire quand la bienséance est respectée, ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qui sépare 2 générations? Moi, ce que j'avancerais, c'est que ce qui sépare 2 générations, est-ce qu'elles vont avoir en commun? C'est l'objectif. C'est-à-dire ce qui est la tradition de la jouissance, la tradition familiale de la jouissance. Car il n'y a aucune raison pour que dans l'autre, il y ait autrement un savoir quelconque de ce que c'est que l'objectif. Comment ça se fait? Et d'ailleurs, Lacan le dit expressément, une femme n'a pas accès à l'objectif. Autrement dit, elle ne sait pas ce qu'on lui veut, elle ne sait pas ce que l'on désire d'elle. Quoi? Oui. Enfin, je paraphrase. Hein. Alors, comme toute paraphrase, vous avez raison de vouloir vérifier les limites de la paraphrase. Mais en tout cas, la formulation selon laquelle dans l'autre, il n'y a aucun savoir de celui qui occupe la place de l'autre, ne peut avoir aucun accès à ce qui le fonde. Ça c'est sans paraphrase, c'est d'accord. Quel soit son symptôme, bon, je ne vais pas trop développer, mais c'est très voisin de ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'elle est cause de ce qui va faire défaut à sa jouissance. C'est bien pour ça qu'une femme est le symptôme.
Elle est cause en tant que représentative de l'objectif. Elle est bien la cause de ce qui fait défaut à sa jouissance. Elle est bien son symptôme. Et symptôme, puisque c'est pour une meilleure raison, je dirais, que ce tranchement de l'objet se fait. Il y a la sainteté. Enfin, le fantasme, c'est très clair. Il est bien évident que s'il n'y avait jamais partage du fantasme, on ne voit pas ce qui ferait obstacle à un rapport sexuel. S'il y avait partage. Mais comment pourrait-il y avoir entre quelqu'un qui déjà, le bonhomme ne sait absolument pas ce qui l'anime, et puis une femme qui, par ailleurs, dans l'autre, ne sait pas même ce qui la constitue. Vous allez vous rendre perplexe. J'espère que c'est une perplexité qui ne soit pas malheureuse. Non, ce que je vous dis tout ça, c'est que vous avez, et je m'arrête là-dessus, vous avez, parce que j'aimerais que Marc, je veux bien vous intervenir sur ce point. Quand vous évoquez avec le nœud borroméen, vous avez cette formule tellement frappante, tellement juste, qu'il y a là un envers sans envers. Mais c'est aussi un endroit sans envers, évidemment. Ce qui a l'avantage de perplexifier de façon admirable l'appréhension que nous pourrions avoir du moi. Moi, je trouve ça extrêmement... Parce qu'on a toujours l'habitude, évidemment, avec le plan de projection, de situer, de fonctionner avec une bande biface. Et donc, ce serait une conception du moi, comment dirais-je, dont l'inédit serait spécifiquement psychanalytique. Je veux dire, puisque l'on cherche au fond ce que pourrait être un moi pour les psychanalystes, pour eux, comment ils concevraient ça, le concevoir dans ce qui est aussi bien sa face exposée à la lumière dans le champ des représentations et qui est fondamentalement la même que celle qui se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire soi-disant dissimulée. Je dirais ça peut manquer d'avoir beaucoup de conséquences quant au mode d'investissement de ce, par exemple. Vous avez l'air perplexe, c'est-à-dire. Quand vous parlez de Micro. Oui. Ça n'a pas de propriété modienne. Plus du tout. Donc il y a un endroit, il y a un endroit, mais qui ne se retrouve pas. Mais je pense que c'est comme ça qu'en général, nous concevons le moi. C'est-à-dire le moi avec sa face, je dirais, présentable, le côté présentable, et puis alors l'obscurité de ce qu'il peut y avoir là derrière ce qui se présente. Et que le moi a pour charge de simuler. Oui, Elsa, j'admire beaucoup votre aisance dans l'utilisation des nœuds et de la topologie. Ça paraît couler de source.
imaginaire qui consiste et corporel. Comme le moi, selon Freud dans Le moi et le sable, une projection de surface, c'est corporel. Seulement, ce qu'amène le nœud, il amène d'une façon évidente, c'est que c'est un rond troué. C'est-à-dire ce qui apparaît avec le nœud, c'est que si le rond imaginaire a à voir avec le moi, il est essentiel qu'il soit troué. Donc ça nous éloigne d'une image d'un moi plein, d'un moi fort, d'un moi qui, comme on l'a indiqué dans la fiche de ce séminaire, d'un moi comme une grenouille qui se prend aussi grosse que le bœuf. Alors, le moi n'est pas forcément que imaginaire. Comme les ronds du nœud broméen, il relève des 3 dimensions. Et Charles Manon a évoqué l'histoire de Joyce, où le corps s'en va comme une pelure. Enfin, si on interprète cette histoire de cette façon. Dans Joyce, nous avons une dissociation d'un moi imaginaire, la pelure qui s'en va comme une pelure, le corps qui s'en va comme une pelure, et d'autre part, ce que Lacan appelle l'ego, il ne dit pas le moi, il dit l'ego. C'est-à-dire l'ego parce que c'est le moi, selon la traduction anglaise, et c'est pour attirer l'attention sur cet ego qui, dans le cas particulier de Joyce, est fait d'écriture. Donc, est-ce que le moi d'un écrivain, le moi véritable d'un écrivain, serait un moi d'écriture? C'est-à-dire qu'il se présenterait avant tout comme son œuvre, ce qui lui conférerait des pouvoirs supérieurs, dont l'immortalité. Alors, c'est le cas particulier de Joyce, mais ce n'est pas le cas général. Alors, vous avez utilisé cette expression de nœud retourné et du nœud direct. En suggérant que peut-être que l'homme aurait à voir avec le nœud retourné. C'est-à-dire, c'est un souci de Lacan. Toutes ces années où il s'est intéressé au nœud, de trouver une différence entre un nœud masculin et un nœud féminin. Et donc une
dénonçait le nœud simple, le nœud direct, comme vous dites, comme le nœud du non-rapport sexuel. Il disait que c'était une métaphore impropre. Et il avançait donc à la fois le nœud borroméen généralisé et tout en évoquant Lilith, le troisième sexe. Poser la question de l'existence d'un troisième sexe, Lilith, Nuremberg, qui a été créée en même temps que Adam, c'est la première être, et qui s'est révélée une démone. Alors voilà, c'est donc une question que Lacan a traitée jusqu'à la fin de son œuvre, et c'est une des questions que nous devons reprendre. Nous devons reprendre avec les nœuds. Alors il y a une d'entre vous a amené, c'est Dominique Villeneuve, m'a amené des schémas que lui a confié la sténographiste de Lacan, c'est-à-dire des schémas faits par Lacan avant son séminaire pour servir de support à son travail. Alors voilà, il nous laisse des choses comme ça. On voit que, par exemple, ici, il a fait un nœud borroméen. Maria. Il a fait un nœud borroméen avec un symptôme. Et on voit qu'il y a une erreur. C'est-à-dire le rond qui est situé à très émouvant pour moi de reprendre ces schémas, ces dessins, le nœud. Je crois qu'il y a le nœud qui va devenir le dernier nœud de Joyce. Cette feuille. Ici. Merci beaucoup pour ce qui est du problème de Joyce et de l'écriture. On va vraisemblablement trouver une occasion, peut-être pas un colloque, mais un samedi après-midi pour revenir là-dessus. C'est essentiel, bien sûr, notre rapport à l'écriture. Merci donc, merci Elsa. Nous allons maintenant, sans intermédiaire, parce que je vous sens tellement